Patrick, j'ai une question simple à vous poser. C'est quoi la langue des oiseaux? Je vais essayer de faire une réponse simple. C'est à la fois pourquoi on l'appelle la langue des oiseaux, parce qu'elle est très volatile. Donc, c'est la langue de l'esprit pour nous. Je dis nous, les alchimistes. Mais de tout temps, toutes les corporations ont eu des langues pour cacher des secrets de fabrication. Quand on dit patois, par exemple, un patois, c'est pas toi. Donc, toi, tu dois pas comprendre. Donc, on a les patois de corporation, que ce soit les bouchers, que ce soit les imprimeurs, que ce soit. Et les alchimistes se sont dit, parce qu'ils risquaient quand même gros, c'est-à-dire que par moment, ils risquaient quand même le bûcher. Donc, ils se sont dit comment on va continuer à transmettre des choses sans qu'on puisse nous tomber dessus. Et c'est pour ça qu'ils ont eu l'idée d'utiliser cette langue qui est aussi une cabale phonétique, c'est-à-dire une manière d'entendre les mots autrement. Alors, cette langue est une langue aussi des choses cachées. Comme on sait que la connaissance des choses cachées, c'est la couleur verte. Donc, on peut l'appeler la langue verte aussi. Et d'ailleurs, ceux qui transmettaient cette langue ou qui utilisaient cette langue, c'était les trouvères, c'est-à-dire les trois fois verts, mais qui sont devenus dans le sud les troubadours. Et puis, quand on parlait cette langue, il faut savoir qu'on en a beaucoup parlé quand on a construit les cathédrales, mais surtout à partir du gothique. Le roman, ça nécessitait beaucoup moins de technique, donc beaucoup moins de secrets. Donc, quand on est passé entre le gothique et le roman, quand les gens ont vu arriver le roman, ils se sont dit c'est Beaubourg. Hein. Ils n'ont pas trouvé ça sympa du tout. Ils ont trouvé ça, qu'est-ce que c'est que ces trucs étranges? Ils ont dit, mais c'est des sauvages qu'on fait ça, c'est des Goths. Donc, c'est l'argote. Et évidemment, l'argote est devenu l'argot, qui est une langue que les autres ne comprennent pas, qui n'est pas forcément vulgaire, hein, mais qui est verte. On peut dire, tu m'as répondu vertement, mais c'est surtout pour pas que tu comprennes. Donc ça, c'est un peu l'histoire de cette langue. Et cette langue, bien sûr, elle s'entend de trois manières différentes. La première manière de l'entendre, c'est le jeu de mots, tel quel. Là, je porte des lunettes, par exemple. C'est lunettes, c'est bien ce à quoi sert l'objet. Et ça va me donner des définitions, des explications. Par exemple, je peux dire un jour l'être humain. Et on voit un être avec des mains. Et debout, il est devenu debout. Donc, on le voit se lever. Donc ça, c'est la première manière. C'est-à-dire, c'est le jeu de mots tel quel. La deuxième manière, il y a un jeu de mots, mais il y a une clé à l'intérieur. Par exemple, quand l'alchimiste va au musée de Cluny, quand il est ouvert, et qu'il passe devant la tapisserie La Dame à la licorne, instantanément, il sait qu'il doit utiliser un métal et dans quelle proportion. Pourquoi? Parce que dessus, il sait que c'est Diane de Poitiers. Alors, c'est pas vrai, ça n'a pas été fait pour Diane de Poitiers, mais on l'a attribué à Diane de Poitiers. Et donc, il entend Diane de Poitiers. Et évidemment, Diane, c'est la lune et la lune, c'est l'argent. Donc, il sait qu'il faudrait qu'il utilise le tiers du poids d'argent. Et là, d'ailleurs, pour bien confirmer ça, on va voir l'écu, et dessus de Diane de Poitiers, c'est 3 croissants de lune. Donc, on a bien le tiers du poids d'argent. Donc là, c'est la deuxième manière, il y a un jeu de mots, mais il ne peut se comprendre qu'à travers cette langue des oiseaux. Et enfin, la dernière manière, c'est lettre par lettre. Chaque lettre a un sens, et la manière dont elle s'articule avec sa voisine, ça donne des clés. Par exemple, on dit toujours que l'alchimiste cherche de l'or. Mais il y a deux exceptions, celle du mot hébreu Aor, qui veut dire lumière. Et d'ailleurs, la lettre du milieu, le Vav, peut se dire A ou. Donc, on entend Aor ou Aour. Et c'est pour ça qu'on a eu ces deux mots, qui est l'or et qui est l'amour. Mais en réalité, c'est le même mot de lumière. C'est des transpositions du mot de lumière. Mais si on regarde en français l'or, c'est marqué OR. Et si je le fais lettre par lettre, ben, je vois que c'est de l'eau et de l'air. Alors peut-être que la quête de l'alchimiste, d'abord, c'est de chercher de l'eau qui est dans l'air. Et s'il trouve de l'eau qui est dans l'air, alors lui, comme dans un miroir, il est l'inverse, c'est-à-dire un RO. Et quand le héros a trouvé l'eau qui est dans l'air, il va trouver ce fameux spiritus, cette lumière. Et cette lumière correspond à une lettre. C'est la lettre I, divin, qui vient de I. Regardez comment est fait cette lettre, c'est un point et sa manifestation. Donc le RO qui a trouvé l'eau qui est dans l'air devient roi. R-O-I. Voilà une manière de comprendre les contes de fées, par exemple, à travers la langue des oiseaux. La première question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que ça marche dans d'autres langues? Oui, bien sûr que ça marche dans d'autres langues, ça marche dans toutes les langues, mais pas en transposition directe. Par exemple, une démonstration que j'aime bien faire, parce que c'est un mot qui nous fait peur, on va s'apercevoir que finalement il a des clés intéressantes, c'est le mot mort. Si je regarde le mot mort, c'est M-O-R-T. Et si je regarde la lettre M, c'est une femme qui accouche, c'est la création, c'est la mère. Et derrière, j'ai l'eau qui est l'eau, j'ai le R qui est l'air et le T qui est la terre.
Donc finalement, la mort, il reste que dans le monde de la création, l'eau, l'air et la terre. On s'aperçoit qu'il y a un élément qui manque. L'élément qui manque, c'est le feu. Et d'ailleurs, à tel point, c'est quand quelqu'un est mort, on dit qu'il est feu. Et s'il est feu, c'est parce qu'il s'éteint ici. Donc, on voit que là, en utilisant les lettres, il y a une lettre par élément et que donc on va pouvoir combiner ces lettres pour travailler sur les éléments. Par exemple, être fort, F-O-R-T, c'est travailler sur tous les éléments. Par exemple, si j'ai commencé à travailler mais que je ne l'ai pas mis dans la terre, je retire le T et je travaille dans mon fort intérieur. Donc, dans d'autres langues, par exemple, voilà pourquoi je disais ça, les anglo-saxons, par exemple, ont plus une voix de chevalerie que nous. À tel point, c'est que toutes les histoires d'Arthur, ça s'est passé en Grande-Bretagne plutôt qu'en Basse-Bretagne. Et donc, on va avoir des clés dans la langue des oiseaux en anglais. La première, c'est que la lumière est légère. Light, on l'entend comme on veut. Light et light, c'est à la fois léger et à la fois la lumière. Donc, ça nous donne une clé. Une autre clé aussi, quand quelqu'un n'est pas là, on dit nobody. Ça veut dire qu'il n'y a que son corps qui n'est pas là. Nobody, ça ne veut pas dire que le reste n'est pas là. Et enfin, la dernière clé, c'est la beauté n'est vraie que si elle est complète. Beautiful. On ne peut pas trouver la beauté sans que ça soit quelque chose de complet, de plein. Alors, pour bien montrer que c'est une voix de chevalerie, le matin, quand je vais dire à quelqu'un réveille-toi, je vais lui dire wake up. Et ce soir, on va entendre le chemin de la coupe. Wake up. C'est bien la quête du Graal. Surtout si le soir, je lui dis sois un bon chevalier, parce que good night, on l'entend comme on veut. Donc, il se couche en étant un bon chevalier et il se réveille sur la quête du Graal. Donc, on va s'apercevoir qu'on va avoir des clés qui sont données dans des tas de langues. Et il faut savoir que tous les auteurs médiévaux ont utilisé cet artifice, cette langue des oiseaux, pour nous expliquer quelque chose. Je pense aux chevaliers de la table ronde avec leur nom. On va avoir Perceval, c'est celui qui perce le bal. Et comme le val est vert, c'est celui qui persévère. Donc, c'est celui qui va être le plus endurant. On va voir Bord, par contre, lui, dès qu'il va voir cette lumière, il va tomber, il va être raide mort. Il ne peut pas accéder à cette porte. Et enfin, on a le dernier, le seul qui va toucher le Graal, qui va réussir à l'emmener. Il s'appelle Gal Ahad. Et si je traduis Gal Ahad, Gal c'est la pierre, Ahad pure. Donc c'est la pierre pure. Donc c'est normal que la pierre pure ait trouvé le Graal. Et Perceval, lui, va passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'au début, c'est celui qui perce le Val. Puis une fois qu'il voit le Graal, il se dit, si au lieu de le ramener au roi, je le gardais pour moi. Et à ce moment-là, il devient le père cheval. C'est-à-dire celui qui reste dans ses émotions. Alors, ces émotions, on l'entend dans la langue des oiseaux, émotion, donc le son, donc le cœur. Donc, c'est pour ça, quand on transmet quelque chose, on le fait avec émotion. C'est pour ça qu'on est un enseignant. On le fait avec son sang. Et c'est pour ça que l'autre en face, il doit apprendre par cœur. On ne lui demande pas son avis. Il apprend avec son cœur. C'est de cœur à cœur. Et quand on n'a plus rien à transmettre, on fait semblant parce qu'on n'a plus de sang rouge pour le donner. Alors, c'est intéressant de voir tous les textes quand on est capable de comprendre cette langue et avoir l'esprit qui fonctionne de cette manière-là, voir tous les sous-entendus, tout ce qu'on a voulu nous raconter, tout ce qui est caché à l'intérieur des textes. Et il y en a bien plus souvent que ce que le texte veut dire. Par exemple, on a Jules Verne qui s'est beaucoup amusé avec ça. Il a fait des textes très connus, il en a fait d'autres moins connus, mais qui ne sont pas non moins intéressants. Par exemple, il s'intéresse à un lieu en France qui s'appelle le pic du Bugarache. Et ce pic Bugarache est aujourd'hui un endroit extrêmement mystérieux. Il se passe des tas de choses étranges. D'ailleurs, on a dit en 2012, on a dit à tous les gens du monde, venez ici, vous serez sauvés, c'est la fin du monde. Bref. Et donc, Jules Verne savait ça déjà à l'époque. Et il fait un texte qui s'appelle Clovis d'Ardentor. Clovis d'Ardentor, l'or ardent qui clôt la vis. Donc, il dit ici, il y a une clé. Et comment on en est sûr? Cette histoire n'est pas du tout intéressante, hein. Mais alors, les personnages qu'il y a dedans, ils partent sur un bateau avec deux filles qui veulent son héritage et finalement, ils n'auront pas son héritage. Donc, ça, c'est l'argument qui n'a aucun intérêt. Mais le capitaine du bateau, il s'appelle Monsieur Bugarache. Donc, quelqu'un qui s'appelle comme ça doit vraiment nous mettre la puce à l'oreille. Et on dit que cette montagne est truffée d'entrées secrètes qui conduisent à des grands mystères et qu'une des entrées est dans un village qui s'appelle Les Capitaines. Donc, évidemment, si je mets Les Capitaines Bugarache, ben évidemment, j'attire forcément mon attention. Et on pourrait continuer à l'intérieur de décrypter tout ce qu'il nous a indiqué à travers la langue des oiseaux, en sachant qu'il ne l'a pas fait que dans ce roman-là, mais il l'a fait dans des tas d'autres romans où on peut voir des clés à un autre niveau de compréhension. La langue des oiseaux, déjà, quand j'écris, je truffe mes textes de langue des oiseaux. Alors, des gens les lisent forcément, pas forcément au premier degré, et peut-être qu'ils mettent des années avant de comprendre qu'il y a une clé et faire comme un espèce de jeu de piste, un mot qui va éclairer un mot, qui va éclairer un mot.
Voilà sommairement ce qu'on peut dire sur cette langue des oiseaux. Je pense que l'origine vient des mots. Dès qu'on a utilisé des mots, des vibrations, des onomatopées, on leur a donné des doubles sens. Alors, quelquefois, pour pas que son voisin comprenne, mais quelquefois aussi pour expliquer quelque chose. Comme par exemple, quand on entend dans la cuisine le gratin, c'est vrai que quand on met du beurre, ça met de la couleur, donc le gratin. Les biscuits, c'est parce qu'ils sont cuits 2 fois. Les fruits confits, c'est des fruits confits dans le passé. Donc, on peut comprendre que c'était à la fois des locutions, pas seulement des mots, même des phrases, même un paragraphe complet, un mot qu'on a résumé pour en faire quelque chose. Je pense à une alchimiste, parce qu'il y a eu autant de femmes que d'hommes dans cette voie, ce qui est aussi intéressant, qui travaillait au IIe siècle, et elle voulait extraire les principes des plantes. Donc, elle s'est dit, je vais mes plantes dans l'eau, je vais chauffer, puis la chaleur va extraire le spiritus. Elle faisait ça, mais ça lui faisait des soupes. Donc, ça marchait pas. Donc, elle a une idée géniale. Elle dit, l'eau, je vais la laisser dehors. Elle fait un bac avec de l'eau. Là, elle met ses ballons dedans. Et là, maintenant, quand elle chauffe, elle va pouvoir extraire quelque chose qui sort du ballon, qui est le spiritus. Elle s'appelait Marie la Juive. Elle vient d'inventer le bain-marie. Donc, dans la création du bain-marie, on va avoir quelque chose. On a Arnaud de Villeneuve aussi, qui est un alchimiste que j'aime beaucoup. Et lui, il travaillait sur les plantes, donc il travaille sur la distillation des plantes, et il trouve qu'à l'autre bout, ça sent drôlement bon. Alors ça sent bon, il goûte, et il en garde la formule. Il travaillait sur le grand art, l'art Magnus, il vient d'inventer l'Armagnac. Donc, on va avoir à l'intérieur de ces mots qui sont pour nous des espèces de clins d'œil à travers le temps et l'espace, et qui nous permettent de faire ces liens entre les alchimistes du passé et les alchimistes d'aujourd'hui. Donc, je pense que depuis qu'on a fait des mots, on a commencé à jouer avec, en sachant que le mot va être composé de la vibration, de ce qu'il y a dedans, le thème. Si par exemple la vibration est extrêmement importante, quand je dis de quelqu'un, oh il est gentil, ou si je dis de la même personne, il est gentil, hein. En gros, ça veut juste dire exactement le contraire alors que c'est le même mot. Ça, c'est pas le mot qui va avoir le sens, mais c'est la vibration, la résonance qu'on va mettre derrière. Donc tout ça va faire que pourquoi dans certains pays on a des accents quand on va dans une région. Et pourquoi on met certains temps à acquérir l'accent. Il y en a qui ne l'ont jamais, ils gardent leur accent d'origine. C'est comme si c'était la vibration de la terre. Et on peut dire que quand on a l'accent d'un lieu et qu'on ne s'en rend plus compte, on a été accepté par la terre. Donc c'est extrêmement vaste. Je ne pense pas que ça a été codifié à l'origine et que progressivement, pour comprendre surtout le langage des corporations, on a pu commencer à le codifier pour pouvoir le transmettre, pour que tout le monde ait les mêmes langages. Mais pour ça, il a fallu qu'il y ait une corporation ou alors qu'il y ait eu un pays. On pourrait se poser la même question, quelle est l'origine des langues et pourquoi les langues changent en fonction des pays. Là, on s'est dit, si on veut que cette langue des oiseaux, elle fonctionne un peu partout, il va falloir pouvoir se la transmettre, donc de la codifier. Donc je pense que quand l'homme a eu la parole, il a aussi la langue des oiseaux. La seule chose qu'on peut rajouter, qu'on peut dire, c'est que à partir du monde médiéval, c'est là où on va trouver vraiment une explosion de cette langue, quoi. Et dans tous les poèmes qu'on va trouver, et des fois on a des jeux qui sont très drôles. Souvenez-vous de la Régence, Philippe d'Orléans. Philippe d'Orléans, vous savez, il était un peu olé olé. Il faut dire que c'était un fou de travail et qu'il avait besoin de se détendre et que pour se détendre, il faisait des parties fines. Mais il n'était pas le seul. Il avait un copain qui était un curé, qui était un abbé et qui s'appelait Dubois et qui allait dans les mêmes parties que lui. Alors évidemment, on a commencé la chanson, il court le furet du bois joli, il court le furet du bois mesdames. Mais vous voyez bien que là, c'est une contrepétrie. C'est pas il court le furet qui est important de comprendre, c'est il fourre le curé du bois, parce qu'il s'appelait Dubois, mesdames. Vous voyez qu'on a utilisé ces mots aussi à l'intérieur de chansons plus ou moins olé olé, ou des pamphlets même. On utilise un mot rien qu'en changeant la ponctuation, ça voulait pas dire la même chose. Donc, on a toujours eu envie de dissimuler des choses et cette langue des oiseaux est une bonne manière. C'est à la fois dissimulant, mais à la fois transmis d'une manière régulière. C'est pas seulement caché pour cacher. On l'a dans les cantines, les comptines, la souris verte, au clair de la lune, mon ami Pierre O. On retrouve évidemment des modes d'emploi, des vrais modes d'emploi, des vraies transmissions. Cadet Roussel a 3 maisons. Cadet Roussel, c'est un jeune sel rouge. Il a 3 maisons, donc il va faire 3 passages. Et la première de maison qu'elle a, il n'y a pas de toit, puisque les hirondelles montent et sortent, donc le volatile. Donc on nous donne un vrai mode d'emploi. Et c'était une manière à la fois qui semble être truculente, comme le fait Rabelais, drôle des fois,
anecdotique, comme il court le furet, on raconte ça à nos enfants quand même, hein, alors que c'était un pamphlet contre un curé cavaleur, et qu'ils transmettent ça à leur tour à leurs enfants. Donc il y avait une manière, il y a toujours eu cette envie, je pense, d'utiliser le mot, c'est ce que Talleyrand disait. Talleyrand disait, la parole ne sert pas à exprimer la pensée, mais à la cacher. Et lui, il savait de quoi il parlait, hein. Patrick, quand vous parlez par exemple de Au clair de la lune, selon vous, c'est un chant populaire qui a été codé par des alchimistes ou ce sont les alchimistes qui l'ont créé pour faire passer une information? Ça, c'est la grande question. C'est-à-dire, dans tous les textes qu'on a, on se pose la question de la poule et l'œuf. Alors, il y en Voilà. a, on sait que ça a été fait exprès. C'est-à-dire qu'on a utilisé, par exemple, Au clair de la lune, on est sûr que la première strophe a été faite exprès. Les autres, non, elles ont été rajoutées à la Révolution française. Elles étaient justement un peu plus olé olé. Alors, il y a une raison à ça, c'est que comment transmettre quelque chose alors qu'on risquait le bûcher? Aujourd'hui, c'est simple, je peux dire sur la place publique, je suis un alchimiste, c'est pas pour ça que les gens entassent les bûches devant chez moi. Pas encore, ça viendra peut-être, mais on n'est pas pressé. Mais il fut un temps où c'était extrêmement risqué, donc il fallait pouvoir avoir des entrées différentes. Par exemple, on a beaucoup mis de savoir-faire sur les frontons des églises ou des cathédrales. Pourquoi? Parce que les tailleurs de pierre, souvent, étaient, j'allais dire, accointés avec des alchimistes aussi, ne serait-ce que pour des secrets de fabrication. Donc, il pouvait avoir envie de transmettre ces secrets de fabrication, sauf que c'était une commande de l'Église et que l'Église voulait surtout pas qu'on parle de ça. Donc, comment satisfaire l'Église et quand même mettre des messages? Eh bien, c'est là où on mettait des jeux de mots dans la pierre qui permettaient de comprendre le grand œuvre. On a par exemple au portail de Notre-Dame, sur la partie gauche, toute la philosophie de l'œuvre et sur la partie droite, le mode d'emploi, c'est-à-dire les produits à utiliser, les formules chimiques et comment les utiliser. Mais bien sûr, on peut comprendre pardon, aussi que c'est les vices et les vertus. Donc pour l'Église, on va dire c'est les vices et les vertus, et pour l'alchimiste, on va dire c'est le côté opératif, comment fabriquer des choses. Donc il a fallu trouver des trucs pour que ça soit compréhensible, mais qu'on puisse aussi dire mais non, vous avez mal compris, vous avez l'esprit mal tourné, on parle ici que de religion et je ne parle pas du tout d'alchimie. Et ça a perduré quand même dans les textes. Après, il y a eu tous les courants d'ouverture du 18e, où évidemment il y a eu plein d'illuminés qui ont commencé à en parler clairement. Et puis après, il y a eu le retour de bâton avec le siècle des Lumières, où là on a dit mais non monsieur, c'est de la science-fiction, tout ça n'existe pas, tout ce qui n'est pas démontrable n'existe pas. Et donc on est revenu à quelque chose de très carré, de très cartésien. On peut dire que la seule chose qui a permis de tout temps de laisser passer ces messages sans grande censure, c'est l'art. C'est-à-dire à travers l'art, on a pu passer, mais avec des trucs, avec des codes, avec par exemple dans tous les tableaux du Moyen Âge, bon, qui est de l'art essentiellement religieux, comment passer à un autre message? Bah, regarde la position des mains, par exemple. La position des mains, les doigts qui se touchent voulaient dire quelque chose. Donc, il a fallu trouver des moyens de transmettre ces secrets de fabrication et la langue des oiseaux était une des bonnes manières de transmettre des choses sans aller directement au bûcher. Par rapport encore à la langue des oiseaux, vous nous avez dit, Patrick, qu'elle servait à dissimuler des choses, des messages, différents niveaux. Et c'est quoi la différence avec, par exemple, la stéganographie ou la polygraphie ou la cryptographie qui sont apparues à peu près, en tout cas en Occident, au même moment, quoi, quand vous parliez de Rabelais tout à l'heure. Et donc, c'est quoi la différence entre toutes ces façons de dissimuler des messages dans les mots? Parce que c'est à la fois pas visible et c'est pas un système de manipulation des caractères, par exemple. C'est vraiment, ça doit apparaître absolument transparent, c'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte une seconde qu'il y a un message qui est caché à l'intérieur. C'est pas de la cryptographie. On n'a pas voulu cacher à l'intérieur des mots, de la structure même des mots. On joue plus sur la vibration, sur ce qu'il y a vraiment d'une manière la plus basique. Je pense que c'était la manière la plus simple aussi. C'est-à-dire que le décodage, la grille de décodage se fait, c'est plus une tournure d'esprit que comment dire, des vrais calculs. Je pense que si quelqu'un écrit dans la langue des oiseaux, seul celui qui comprend la langue des oiseaux pourra comprendre. Alors qu'un système de cryptage, on pourra toujours décrypter, on pourra toujours changer. Parce que la langue des oiseaux va nécessiter aussi une grille de lecture très symbolique.
Et avec des archétypes, par exemple, la langue des oiseaux, si je prends des archétypes dans l'Occident et des archétypes chinois, on ne va pas les comprendre de la même manière. Donc je pense que c'était la même manière, la manière la plus simple que les gens ont eue de se transmettre des choses. Je pense que c'est une question de simplicité dans la transmission aussi. C'est-à-dire qu'on peut se transmettre des poèmes, on peut se transmettre des textes, on peut se transmettre des savoir-faire qui vont être compris 10 siècles après. On n'aura pas besoin de retrouver la grille de décodage, c'est juste un esprit. Je pense que les systèmes de codage sont mécaniques, la langue des oiseaux, c'est plus un esprit à voir. Je suis absolument pas sûr qu'on pourrait utiliser un ordinateur pour décrypter la langue des oiseaux. Alors que je suis absolument sûr, d'ailleurs ça se fait, qu'on peut le faire avec tous les systèmes de codage. Il y a une partie justement dans la langue d'oiseaux, des oiseaux qui dépendent de l'esprit et qui n'est pas une manière mécanique de décrypter justement lettre par lettre et d'avoir une signification. Il y a une part justement d'inspiration derrière. Et je pense que cette langue des oiseaux induit aussi chez celui qui travaille avec cette inspiration. Et je veux dire qu'à force de travailler, qu'il est sans doute moins bête, entre guillemets, que s'il ne le fait pas. Il va être à la quête, il va guetter quelque chose, plus que dans un système de cryptage. D'ailleurs, un système de cryptage dans la langue des oiseaux, c'est crypte. Donc on sort quelque chose de la tombe. Décrypter, c'est sortir de la tombe. Ce qui expliquera peut-être des choses à certains. Si, ça peut être un langage symbolique aussi, ça dépend du niveau de lecture. Il y en a, c'est vraiment analytique, on prend les lettres, mais après, il y a les symboles qui se manifestent aussi à l'intérieur. Comment dire, si je prends le mot tombe, T-O-M-B-E, T c'est la terre, O c'est le corps et l'esprit, M c'est la création, B c'est le passage, E c'est le monde. Mais si vous regardez la manière dont, si je prends ce mot tombe, dedans j'ai O-M, j'ai l'homme, T j'ai la terre, l'homme dans la terre, B le passage et E, si vous regardez l'E, il y a 3 barres, matériel, spirituel, divin, donc passe les 3 mondes. Donc, si je lis d'une manière linéaire, je vais avoir la terre, le corps et l'esprit, la création, le passage, le monde. Et si je lis d'une manière symbolique, j'ai le mot homme qui me saute à la figure, qui, dans la terre, donc l'homme dans la terre, passe les 3 mondes. Donc là, j'ai une vision plus graphique, plus symbolique. Donc, ça va dépendre de la grille de lecture, ça va dépendre du niveau de celui qui a utilisé cette langue aussi. On a soit un niveau direct qui est très analytique, on va utiliser le squelette. Alors on l'entend par exemple dans Paris par Isis, donc la ville d'Isis. Donc on comprend pourquoi Isis a été extrêmement présente à Paris. Alors est-ce que c'est à la fois un mot caché ou un symbole? Mais on va utiliser effectivement, par exemple, je me souviens, mais c'est anecdotique mais pourtant intéressant. À un moment, j'étais dans mes expériences au laboratoire et je devais travailler sur un métal. Et les métaux, il y en a 7 que l'alchimiste utilise. Hein. D'ailleurs, qui sont extrêmement symboliques, c'est-à-dire qu'on les obtient effectivement les uns après les autres. La transmutation existe et que si je plante du plomb et que je me dis dissolvant, j'ai bien de l'étain, puis après du fer, puis après du mercure, du cuivre, de l'argent et de l'or. Mais ils ont aussi des symboles, c'est-à-dire qu'ils représentent quelque chose. Et ces symboles qui représentent quelque chose sont les 7 épreuves qu'on doit franchir. Ces 7 épreuves qui sont données, d'ailleurs pour la première fois, par Walt Disney va nous les donner clairement. Hein, quand il nous parle des 7 nains, des 7 gnomes dont le métier est vitriol, et chaque nain correspond à ce qu'on doit dépasser. On a Simplet, il est lunaire, il doit dépasser la peur hein, qu'on va avoir. On a Timide, il a un problème avec les autres, donc comment on va dépasser le problème avec les autres. On a Prof, qui doit transmettre mais sans tomber dans l'orgueil. On a Tchoum, qui est dans la dynamique. Hein. On a Dormeur, lui il n'est jamais ici, il est toujours dehors. On a Grincheux, lui il est saturnien, c'est le plomb. Hein. Donc on s'aperçoit qu'en gros, les 7 nains sont extrêmement symboliques, les 7 métaux sont extrêmement symboliques, et donc je peux utiliser la langue des oiseaux, à la fois en utilisant une langue ou plusieurs langues comme Rabelais le faisait, soit dans les jeux de mots, soit dans les symboles. Quand par exemple on disait on cherche l'or, on voit bien qu'en hébreu c'est l'or et c'est la lumière. Donc Rabelais va le mettre directement. Et lui, il va utiliser des jeux de mots qui sont soit à la fois des symboles, soit à la fois vraiment des jeux de mots. Donc, c'est un peu un melting pot, c'est un peu un mélange de tout ça. Ça dépend, j'allais dire, du niveau de compréhension de celui qui le fait et surtout à qui ça s'adresse.
Pour moi, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. C'est une certitude absolue. D'ailleurs, juste avant notre crise ici, j'avais été très sollicité par des entreprises, par des groupes, et j'avais parlé de ce spiritus. Le spiritus dont je parle, qui, j'insiste, c'est pas de la religion, hein. C'est ce fameux solvant universel qui nous permet de vivre ensemble, c'est de retirer les obstacles. Et j'avais commencé à en parler en entreprise en parlant de l'esprit d'entreprise. C'est quoi l'esprit entreprise? C'est quoi la valeur ajoutée? Qu'est-ce qui fait que vous portez quelque chose et que vous êtes porté par quelque chose? J'avais fait d'ailleurs un colloque au Luxembourg où j'étais avec deux amis, un qui est un anthropologue de l'entreprise et l'autre qui est un théoricien. Et donc, on avait fait cette conférence vis-à-vis des grands groupes, vous savez, des banquiers au Luxembourg. C'était des gens qui ne venaient pas écouter du tout de l'ésotérisme et encore moins de l'alchimie. Et pourtant, ça les a beaucoup touchés parce que les gens se rendaient compte qu'il manquait quelque chose. Aujourd'hui, pourquoi les entreprises sont désemparées, évidemment, avec toutes les conséquences que ça a, mais il va falloir changer, il va falloir faire autrement. Ce fameux esprit d'entreprise dont je parle, eh bien, ça va devenir une nécessité. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui rassemble les gens? Et donc, j'en avais parlé avant cette crise, et donc, je suis convaincu aujourd'hui que ça peut être un des moteurs. On va peut-être pas l'appeler comme ça, on va pas dire l'alchimie va sauver le monde, même si moi je le pense. Mais en tout cas, cette capacité de dire il y a autre chose que la réalité ordinaire, que la matière, et on n'est pas obligé de se tourner vers la religion, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Si la religion rassemble les gens, tout va bien. Mais il y a peut-être d'autres manières d'avoir une spiritualité laïque, entre guillemets, c'est-à-dire qui permet de tenir compte de quelque chose d'extérieur qui n'est pas palpable, mais qui nous est nécessaire. Et je pense que le langage que l'alchimie permet d'avoir est aujourd'hui quelque chose d'intéressant. L'art aussi. J'ai été beaucoup sollicité par des artistes avec qui j'ai travaillé et je vais travailler. Pourquoi? Parce que les artistes sont ce moteur-là. C'est le spiritus, c'est leur mode d'emploi, c'est leur moteur, c'est ce qui leur permet de transmettre quelque chose. Et j'ai la chance d'avoir un excellent ami qui est Mathieu Chédid, et donc de pouvoir faire des choses à travers lui. En plus, c'est quelqu'un qui était sur le chemin bien avant que je le rencontre. Quand on voit ses textes, quand on voit ses chansons, il a toujours utilisé la langue des oiseaux. Et il a toujours eu cette bonté, comment dire, cette douceur, cette sensibilité qui fait qu'il a retiré les obstacles vis-à-vis des gens. Je pense qu'on a créé une société du faire. À la fois, on l'entend comme on veut, une société du faire. Maintenant, il va falloir créer une société du défaire, c'est-à-dire de se libérer. On nous a fait croire que le travail était le but de l'homme. Moi, je pense que c'est juste un outil. Et qu'aujourd'hui, les gens, on a dit, on a des chômeurs, on a des improductifs. Mais c'était quoi le but de notre société? C'était de remplacer les gens par des machines. Mais une fois qu'on les a remplacés par des machines, on ne peut pas leur donner du travail puisqu'on vient de les remplacer par des machines. Mais le but, c'est pas de leur donner du travail, c'est de leur dire maintenant, vous êtes libérés du travail et vous allez pouvoir aller vers l'éveil. Et peut-être qu'aujourd'hui, pour la première fois, on a la chance, on a la possibilité en tout cas d'aller vers cette société de l'éveil. C'est en disant, on a remplacé l'homme par des machines. Maintenant, les machines vont être capables de faire des travaux qui nous permettent de subsister, d'avoir chaud, d'avoir de l'énergie, d'avoir de la nourriture, d'être capable de construire des habitats. Et tout le reste du temps, au lieu de rechercher du travail, c'est-à-dire finalement la seule manière de donner du travail à tout le monde aujourd'hui, c'est de casser les outils de production et de redonner des pelles à chacun, hein. Là, on va faire des trous et tout le monde va avoir du travail. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut aujourd'hui? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a cette possibilité de liberté, de dire, et c'est peut-être finalement un apprentissage, c'est ce confinement. On nous apprend la liberté, c'est-à-dire qu'on nous apprend qu'est-ce que vous allez bien faire pour vous occuper quand vous ne travaillez pas? Par quoi vous allez remplacer le travail? Et je pense que pour moi, l'alchimie, mais la vision du monde aussi, la poésie, tous les arts, est une manière de conduire les gens vers cet éveil qui n'est pas une course à la possession, mais au contraire, une course à la libération. C'est presque un discours, l'appel du 18 juin. J'ai eu le ton à la fin. Vous pourrez couper la fin. Vous avez employé un mot qui m'a tilté à l'oreille, c'est vous avez dit ésotérique. Est-ce que pour vous, l'alchimie, l'hermétisme sont des voies ésotériques? Pour moi, absolument pas. Mais c'est ésotérique pour les gens qui le disent. C'est-à-dire que c'est un fourre-tout, c'est une manière de dire c'est quelque chose de caché, on ne comprend pas. Donc, comme on ne comprend pas, ça cache des charlatans. C'est vrai que ça se cache aussi, ça, parce que justement, on ne comprend pas. Mais ça veut dire que de tout temps, quand on a dit
on veut, comment dirais-je, quand on veut tuer un chien, on dit qu'il a la rage. Donc c'est une manière aussi, on a du mal déjà à sortir de cette réalité. On va se dire, ah bah si en plus il y en a d'autres, comment on va faire? Sauf qu'on s'aperçoit aujourd'hui que ces autres réalités peuvent apporter une solution à un endroit où on n'en a pas de solution. Donc, pourquoi pas utiliser une synergie? Donc non, non, moi je suis même contre ce terme d'ésotérisme. D'ailleurs, j'ai jamais dit que l'alchimie était de l'ésotérisme, de la magie, du spiritisme ou autre. Il y a des tas de choses qui sont ésotériques, qui sont pour moi des foutaises. Pour moi, l'alchimie est quelque chose d'extrêmement sérieux. Je veux dire, ça n'a pas duré aussi longtemps depuis la nuit des temps. En gros, depuis Alexandrie, hein, les sources les plus anciennes sont à Alexandrie jusqu'à aujourd'hui, sans qu'il y ait de raison. C'est pas seulement la volonté de transmuter le plomb en or, quoi. Je veux dire, on sent bien qu'il y a quelque chose d'autre. Donc, pourquoi qu'il n'y ait pas de synergie? Pourquoi on n'imagine pas des forces qu'on n'est pas capable de mesurer aujourd'hui? Pour moi, c'est l'ésotérisme, c'est une case dans laquelle on met quelque chose, soit des gens qui se regroupent entre ésotéristes et en se disant on a peur des autres, on va faire des choses et nous seuls serons sauvés, soit au contraire, c'est le monde extérieur qui dit ah non, non, même ça, monsieur, c'est ésotérique, donc on n'y comprend rien, donc ça cache des choses de mauvaises intentions. Moi, je pense pas qu'il y a des choses qu'on comprend, des choses qu'on peut comprendre, des choses qu'on comprend à un moment ou à un autre, des choses qui servent absolument à rien, comme la superstition ne sert à rien. Ça sert à faire peur aux gens. Ça, c'est une manière de manipuler les gens. Moi, je pense que toutes les voies qui permettent de libérer les gens, même si l'approche peut sembler à certains incompréhensible, voire ésotérique, c'est à nous justement de les rendre à la lumière, de les ramener à la lumière en disant, ben voyez, regardez, rien n'est caché, on vous l'exprime, on vous le montre, et puis on est prêt à le démontrer aussi. C'est-à-dire qu'il y a des vraies applications de tout ça, c'est pas juste pour faire joli. Tout ce dont je dis, il y a des applications dans la cité, dans la société, dans les matériaux, dans la vie, dans la culture. On peut appliquer tout ce que je dis là à ce monde. Évidemment, c'est une des manières que j'aime, mais je suis sûr qu'il y a des tas d'autres personnes qui ont d'autres archétypes, d'autres manières de s'exprimer, qui parlent de la même chose finalement. Et d'ailleurs, ça me stupéfiait de voir avant les élections, c'est drôle aussi que ces phénomènes-là tombent pendant les élections et avant les élections, où je n'ai pas vu un seul parti qui proposait le bonheur. On va dire, mais c'est complètement utopique, ça veut dire quoi ça? Mais personne ne tient compte du bien-être de ses concitoyens en disant mais ils imaginent que si vous possédez ça, alors vous allez être heureux. Si on fait ça, vous allez être heureux. Mais pourquoi ne pas tenir compte aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion, hein, aujourd'hui de dire bah, comment on va faire maintenant pour que les gens soient heureux, pour qu'ils soient bien. Après, il faut se poser la question de ce qui est bien pour moi et pas forcément pour l'autre, mais il y a quand même des grandes règles. Mais au moins se poser cette question. Ça a été assez étonnant quand j'ai commencé à travailler pour des entreprises. La première chose que je leur demande, d'abord au leadership et à Progen, c'est qu'est-ce qui vous rend heureux? Et les gens, ils tombent de leur chaise parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ce langage. Ils disent, mais on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour être heureux, mais vous vous rendez compte, vous passez un tiers de votre vie au moins dans une entreprise. Si vous n'êtes pas heureux là, mais vous avez perdu votre vie, partez, faites autre chose. Donc, qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux? Et on pourrait dire aujourd'hui, qu'est-ce qui vous nourrit vraiment? Moi, j'ai entendu des gens qui attendaient un poste pendant la moitié d'une vie, ils l'ont et ils sont pas heureux parce que ça les nourrit pas. Et la vraie question dans notre société aujourd'hui, pour moi en tout cas, cette question, c'est qu'est-ce qui nous nourrit? Et on s'aperçoit que la nourriture matérielle ne nous nourrit pas. C'est pour ça que les gens grossissent, c'est pour ça qu'ils s'engluent, parce que cette nourriture n'a pas d'esprit. Donc, ils imaginent qu'on va compenser le manque d'esprit en rajoutant de la matière. Et on a une espèce de cavalcade à la matière sans esprit. Alors que des gens vont dire ah, j'ai passé une bonne journée avec des amis à la campagne, ça m'a fait du bien, ça m'a nourri. Je pense que c'est ça là-dessus qu'il faut revenir. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, dans cette espèce de période de parenthèse, on doit réapprendre à être ensemble. Vous vous rendez compte, les familles sont réunies, les enfants sont réunis avec les parents. Cette espèce de confinement nous réapprend à se percevoir. Et nous, on se pose la question, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire comment on va s'occuper? Mais on ne devrait surtout pas s'occuper, on devrait s'occuper de l'autre. On devrait réapprendre à se toucher, à se sentir, à se voir, à se connaître, à se comprendre, et non pas à faire de nouveau. On ne va pas reproduire une petite prison alors qu'on est sorti d'une grande. Mais ça veut dire aussi que les gens ne savent pas défaire aujourd'hui, puisqu'on leur a toujours dit il faut faire. Donc, il va falloir des professeurs de non-faire, de défaire, qui vont être capables d'expliquer aux gens l'art, la poésie, qui, par définition, ne sert à rien
Et tant mieux, dès l'instant qu'une œuvre d'art sert à quelque chose, elle devient une chaîne. Donc l'idée, c'est comment on va être capable de faire une société qui va continuer à fonctionner. Et les seuls qui vont continuer à faire, c'est les machines qui sont faites pour ça. Et justement, pour libérer l'homme, pour aller courir, pour aller défaire. Mais il va falloir quand même guider les gens. Sinon, évidemment, il y aura toujours des gens qui voudront une plus grosse voiture que leurs voisins, qui voudront toujours posséder plus que leurs voisins. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas complets. Mais si on les nourrit de quelque chose d'autre, même la personne la plus puissante du monde regrette peut-être les fameuses madeleines de Proust, et que si on était capable de lui mener un pot de confiture de sa grand-mère, c'est peut-être ça qu'il cherche depuis des générations. C'est peut-être ça qu'il cherche. Et comme il ne le trouve pas ce spiritus, bah, il le cherche dans la matière. Donc, je pense qu'on a cette chance, cette possibilité en tout cas aujourd'hui, à travers, parce que évidemment c'est terrible, évidemment ça tue des gens, mais c'est pas comme la peste, c'est pas comme la grippe espagnole. Je veux dire, on a une chance de s'en sortir là. On a une réelle chance de s'en sortir. Pour moi, c'est un avertissement sans frais, quoi. C'est un coup de semonce. Et je pense qu'il va falloir maintenant tenir compte de ce spiritus et pas que ça devienne enfermant comme des églises, mais que ça soit des sages éclairés, justement, et qui aient envie d'apporter aux gens cette ouverture, cet éveil, ce bien-être, justement, qui est un pléonasme pour moi, parce que dès l'instant qu'on est, on est bien. Et de mettre dans la bouche des gens, mais qu'est-ce qui va me rendre heureux et qu'est-ce qui va rendre heureux mon prochain? On ne s'est pas posé cette question aujourd'hui. Il est peut-être temps de se le poser. On est capable de savoir qu'est-ce qui me rend malheureux, mais on n'est pas vraiment capable de savoir ce qui me rend heureux. Donc, je dis, nourrissons-nous les uns les autres. C'est pas moi qui le dis. Je ne vais pas glisser vers une vision mystique des choses, mais je veux dire que peut-être qu'on a cette chance aujourd'hui dans ce confinement qui n'est qu'une reconnaissance finalement. Avant de retrouver le monde entier, ça nous donne peut-être l'occasion de nous retrouver les uns les autres, d'être plus tolérants, d'être plus ouverts, d'être plus éveillés. Dès l'instant qu'on est confiné, on a envie de voir tout le monde, alors qu'avant, on avait envie de voir personne. On a envie de sortir, avant qu'avant, on avait envie de rester. Ben, c'est peut-être l'occasion justement de basculer de l'intérieur vers l'extérieur. Peut-être c'est une porte de prison qui s'ouvre là. À nous justement de pas louper le coche et pas de reconstruire des barreaux, quoi. Et surtout pas de commencer à les forger dans ce moment de confinement. C'est du dissolvant qu'on doit faire. On doit tous ressortir de cette épreuve plein de dissolvants. Soit nous avec les autres, nos proches, soit nous avec nos voisins, soit nous avec l'extérieur. Et non pas préparer les futurs barreaux qui vont nous enfermer. Mais tout ce que je dis n'engage que moi. Hein.